Pendant près de 4 années, les habitants du 12 rue des Tilleuls ont entendu des choses. Des cris la nuit, des pleurs derrière les murs. Et pourtant, aucun d'entre eux n'a décroché son téléphone. Ce soir, je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est déroulée dans une petite ville du nord de la France. Restez avec moi jusqu'à la toute dernière minute, car ce que les enquêteurs ont découvert dans ce sous-sol dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Tout commence un matin de septembre. Un jeune couple emménage au 3e étage de l'immeuble. Lui s'appelle Étienne, 38 ans, souriant, poli. Il salue chaque voisin sur le palier avec une chaleur presque exagérée. Elle s'appelle Manon, 29 ans, plus discrète, le regard fuyant. Les premiers jours, tout semble parfaitement normal. Ils sont jeunes, ils sont amoureux. C'est ce que les voisins se répètent en les croisant dans l'escalier. Mais très vite, quelque chose change. La voisine du dessous, une retraitée de 72 ans nommée Yvonne, commence à entendre des bruits étranges au-dessus de sa tête. Des claquements secs, des objets qui tombent, et surtout une voix d'homme qui hurle. Pas tous les soirs, pas régulièrement. Juste assez pour que l'on hésite à appeler. Juste assez pour que l'on se dise que cela ne nous regarde pas. Yvonne est une femme méthodique. Elle note chaque incident dans un petit carnet bleu. Le 14 octobre à 23h, le 22 octobre à 2h du matin, le 8 novembre à minuit et demi. Elle hésite. Elle se demande si elle ne devrait pas monter. Frapper à la porte. Demander si tout va bien. Mais elle a peur. Peur de déranger. Peur de se tromper. Peur surtout de cet homme qu'elle croise parfois dans l'ascenseur et dont le sourire trop large lui glace le sang. Au 4e étage, juste au-dessus du couple, vit une famille avec 2 enfants. Le père s'appelle Marc. Il est professeur de mathématiques. Lui aussi entend, surtout la nuit. Quand toute la maison dort, il perçoit des sanglots qui montent à travers le plancher. Des pleurs étouffés, comme si quelqu'un pleurait dans un oreiller pour ne pas faire de bruit. Il en parle à sa femme. Elle lui répond qu'il vaut mieux ne pas s'en mêler. Que les histoires de couple, cela ne nous regarde pas. Et c'est ainsi que pendant des mois entiers, tout un immeuble a entendu sans rien dire. Au bout de 8 mois, Manon disparaît. Personne ne s'en rend compte tout de suite. Étienne continue de descendre les poubelles. Il salue les voisins comme avant. Il sourit. Il plaisante même avec le gardien. Quand Yvonne lui demande des nouvelles de sa femme, il répond simplement qu'elle est partie chez sa mère, qu'elle traverse une période difficile. Yvonne hoche la tête. Elle n'insiste pas. Mais les semaines passent, et Manon ne revient jamais. Avant de poursuivre cette histoire, je voudrais vous demander une chose. Si ce récit vous touche, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Mettez un pouce bleu et dites-moi en commentaire, auriez-vous frappé à cette porte? Auriez-vous appelé la police à la place de ses voisins? Votre avis compte énormément pour moi. Maintenant, reprenons. 6 mois après la disparition de Manon, Yvonne entend quelque chose de nouveau. Un son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Cela vient d'en bas, du sous-sol de l'immeuble. Des coups réguliers, comme une pioche qui frappe la terre. La nuit. Toutes les nuits, pendant près de 3 semaines. Elle pense d'abord à des travaux, mais à 2h du matin, qui ferait des travaux? Elle en parle à Marc le professeur. Lui aussi a remarqué. Lui aussi est intrigué. Il décide d'en parler au gardien de l'immeuble. Le gardien hausse les épaules. Il dit qu'Étienne lui a demandé l'autorisation de ranger des affaires personnelles dans la cave. Qu'il a sans doute bricolé un peu. Rien d'inquiétant. Rien d'inquiétant.
3 mots que tous les voisins répéteront plus tard avec un goût amer dans la bouche. Les mois s'écoulent. Étienne mène une vie apparemment normale. Il travaille comme commercial dans une entreprise de matériel agricole. Il part le matin à 8 heures. Il rentre le soir à 19 heures. Le week-end, il reçoit parfois des amis. On entend des rires, de la musique, comme si tout allait bien. Comme si Manon n'avait jamais existé. Sa belle-mère, pourtant, ne reçoit plus aucune nouvelle de sa fille. Elle l'appelle. Le téléphone sonne dans le vide. Elle laisse des messages. Aucune réponse. Au bout de plusieurs mois, elle se rend à l'appartement. Étienne ouvre la porte avec un sourire désolé. Il lui explique que Manon est partie, qu'elle l'a quittée, qu'il ne sait pas où elle est, que c'est lui en réalité qui souffre. La belle-mère doute. Elle insiste. Elle veut entrer. Étienne refuse poliment. Il dit qu'il n'est pas en état de recevoir, qu'il a besoin de temps. La belle-mère repart en larmes. Le lendemain matin, elle dépose une main courante au commissariat de la ville. Mais une main courante, sans preuve, sans corps, sans aveu, ne déclenche presque rien. Les enquêteurs prennent note. Ils convoquent Étienne. Il répond avec calme, avec courtoisie. Il leur tend même son téléphone pour qu'il consulte ses messages. Il pleure un peu. Il dit qu'il aimait Manon plus que tout, qu'il espère qu'elle reviendra un jour. Les policiers le croient. 1 année passe, puis 2, puis 3. Yvonne vieillit. Sa mémoire se brouille un peu. Mais le carnet bleu est toujours là, dans le tiroir de sa cuisine. Elle ne l'a jamais jeté. Parfois, elle l'ouvre et relit ses notes. Le 14 octobre, le 22 octobre, le 8 novembre. Elle se demande ce qui s'est vraiment passé entre ces murs. Et puis un matin de printemps, tout bascule. Un nouveau locataire arrive dans l'immeuble. Un jeune homme de 26 ans. Il s'installe au 5e étage. Il s'appelle Thomas. Il est journaliste pour un petit journal local. Et surtout, il est curieux. Il croise Étienne dans l'ascenseur. Quelque chose dans le regard de cet homme le met immédiatement mal à l'aise. Il en parle à Yvonne un jour qu'il l'aide à porter ses courses. Yvonne hésite longuement. Puis elle parle, pour la première fois depuis 4 ans. Elle raconte les cris, les coups, la disparition de Manon, les bruits dans le sous-sol, le carnet bleu. Thomas comprend immédiatement. Pendant les semaines suivantes, il enquête discrètement. Il retrouve la mère de Manon, il consulte la main courante oubliée, il interroge les anciennes collègues de la jeune femme. Il découvre que personne ne l'a vue depuis près de 4 ans. Aucune trace, aucun retrait bancaire, aucune connexion sur ses réseaux sociaux. Comme si elle s'était évaporée du jour au lendemain. Thomas rassemble ses notes. Il les apporte à un commandant de police qu'il connaît personnellement. Cette fois, le dossier est rouvert. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition. Ils débarquent un mardi matin à 6 heures. Étienne ouvre la porte en pyjama. Il a l'air surpris. Il propose même un café aux policiers. Pendant qu'il fouille l'appartement, il reste assis dans le canapé. Calme, presque souriant. Il ne trouve rien dans l'appartement. Mais un jeune policier descend au sous-sol. Il ouvre la porte de la cave. Il allume sa lampe. Le faisceau balaye lentement les murs. Des cartons, des outils, une vieille bicyclette. Et tout au fond, le sol semble plus clair que le reste. Comme si la terre y avait été retournée, récemment retournée. Il creuse. À 1,20 m de profondeur, enveloppé dans une bâche en plastique noir, il trouve ce qu'il restait de Manon. Elle était là depuis le tout début. Étienne ne résiste pas.
Il avoue presque immédiatement. Une dispute, un coup de trop, la panique, la peur des conséquences. Il dit qu'il n'avait pas voulu cela, qu'il l'aimait. Mais l'enquête révèle bien autre chose. Les voisins parlent enfin. Yvonne donne son carnet bleu. Marc témoigne des sanglots qu'il entendait la nuit. Une ancienne amie de Manon raconte les bleus qu'elle lui cachait sur les bras. Les messages qu'elle recevait. Les humiliations. Les menaces. Manon n'était pas morte un soir d'égarement. Manon avait été détruite, lentement, pendant des mois entiers. Sous le regard silencieux de tout un immeuble. Étienne sera condamné à 20 années de réclusion criminelle, mais ce n'est pas vraiment la fin de l'histoire. Lors du procès, le juge a posé une question aux voisins venus témoigner. Une question simple. Une question terrible. Pourquoi n'avez-vous rien dit ? Pourquoi n'avez-vous jamais frappé à cette porte ? Pourquoi n'avez-vous jamais composé le 17 ? Yvonne a baissé la tête. Elle a murmuré qu'elle avait peur. Qu'elle ne voulait pas se mêler de la vie des autres. Marc a dit qu'il pensait que c'était juste des disputes ordinaires. Le gardien a répondu qu'il faisait son travail. Personne n'a vraiment su répondre. Parce qu'il n'y avait pas de bonne réponse. L'avocate de la famille de Manon a prononcé une phrase qui a marqué tout le monde dans la salle d'audience. Elle a dit que dans cette affaire, il n'y avait pas un seul coupable. Qu'il y en avait 12. Un assassin. Et 11 témoins silencieux. Aujourd'hui, le 12 rue des Tilleuls existe toujours. L'appartement du 3e étage a été reloué à une autre famille. Yvonne est morte il y a 2 ans. Marc et sa famille ont déménagé à l'autre bout du pays. Thomas le journaliste a écrit un livre sur cette affaire. Un livre qu'il a dédié à Manon. Avec une simple phrase en première page. Pour celles dont les cris n'ont pas été écoutés. Si vous habitez en immeuble, si vous entendez parfois des choses étranges derrière une cloison, des cris, des pleurs, des coups sourds, souvenez-vous de Manon. Souvenez-vous de cet immeuble où tout le monde entendait et où personne ne parlait. Le numéro à composer en cas d'urgence est le 17, le 3919 pour les violences conjugales. Un seul appel peut suffire à sauver une vie. Un seul. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous, pour que plus jamais, des cris ne restent sans réponse. À très bientôt.